Je vais parler ici de pas de la datation par le carbone 14, parce que bon, c'est un usage bon, qu'on en connaît euh, dans les courbes exponentielles, mais je vais plutôt former la courbe exponentielle pour la courbe de la datation par le carbone 14 par une manière assez rapide. Avant toute chose, je vais juste voir quelques petits trucs, hein. Bon, alors vous allez sur Wikipédia, vous tapez datation par le carbone 14. Et bon, il y a de très bonnes explications qui sont données là-dessus. Alors la datation par le carbone 14 dit également datation par le radiocarbone ou datation par comptage du carbone 14 résiduel. Donc c'est un isotope du carbone, hein. Carbone 14 c'est un isotope. On connaît dans la table de Mendeleev, on a le carbone 12. Voilà, C12. Carbone isotope 12, ici c'est le carbone 14. Lui, ce carbone-là, il est radioactif. Donc il laisse une trace radioactive. Donc est une méthode de datation radiométrique fondée sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14. C'est normal parce que, pourquoi radiologique? Parce qu'on a une mission voilà, d'ondes radiologiques. Pourquoi? Parce que tout simplement ce carbone il vient d'où? Il vient de l'azote. Voilà, il vient de l'azote. Bon, c'est juste qu'il est bombardé par des neutrons. Voilà, donc alors oui, petite chose que je veux dire, si vous regardez dans le tableau de Mendeleev, si on prend l'hydrogène, il a un électron, si je prends l'hélium, il a deux électrons, et ainsi de suite. Ça fait une série arithmétique de raison 1. Le premier atome a un électron, le second a deux électrons, le troisième a trois électrons, le quatrième a quatre électrons, le cinquième a... Et on les a classés comme ça voilà, par nombre d'électrons, et je crois qu'on va jusque 118 électrons, je crois. Je ne me rappelle plus jusqu'à combien on allait, mais en tout cas, on est proche des 118 électrons. Et c'est tous les différents atomes que l'on retrouve dans l'univers, ainsi que sur Terre. Donc on en a environ 118. Mais qu'est-ce que c'est qu'un atome en fait? Bien sûr qu'ils ont des noms différents. Si je prends l'hydrogène et l'hélium, ben, c'est tout simplement deux noms différents. Il y en a un, on l'a appelé hydrogène, l'autre hélium, mais en vérité, c'est tout simplement des atomes dont le nombre d'électrons est différent. L'un, il en a un, l'autre, il en a deux. Donc, ça confère, le fait d'avoir des atomes différents, confère, je veux dire, des propriétés différentes d'office. 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 Donc, là, si on bombarde par des neutrons, ben, un atome d'azote, enfin un isotope, enfin un atome d'azote, eh bien, on va obtenir du carbone. Et donc, dès le moment où vous tapez avec des neutrons sur un élément, ben, on a des activités, des émissions, voilà, radioactives. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc, le domaine d'utilisation de cette méthode correspond à des âges absolus de quelques centaines d'années jusqu'à plus de 50 000 ans. Donc, on sait aller voilà, voir des objets qui sont datés de plus de 50 000 ans. Alors, ne pas confondre euh, voilà, l'existence de l'être humain depuis lors de l'existence des dinosaures. Parce que l'existence des dinosaures, voilà, c'est plus de 200 millions d'années d'existence. L'être humain n'a jamais 200 millions d'années derrière lui. Donc les dinosaures ont beaucoup plus vécu que ce que l'être humain, l'histoire de l'être humain euh, n'a abouti jusqu'à présent, hein. L'être humain, c'est après les dinosaures. Donc, qui ont connu la vie avant nous, c'est les dinosaures qui ont vécu la vie avant nous. Mais que les êtres humains, je veux dire, n'ont pas voilà, très peu d'années par rapport aux dinosaures. Ils n'ont pas, voilà, ils n'ont rien du tout, hein, comme nombre d'années derrière. Mais, sachant ça, on peut tout simplement aller découvrir des objets de plus de 50 000 ans ici. L'application de cette méthode à des événements anciens, particulièrement lorsque leur âge dépasse 6 000 ans, préhistoriques, a permis de les dater beaucoup plus précisément qu'auparavant. Elle est ainsi portée à un progrès significatif en archéologie et en paléontologie. Oui, si on va aller voir des objets qui datent d'il y a longtemps, c'est pour faire des études d'objets voilà, qui datent de l'archéologie, hein, voilà, voire même de la paléontologie. Alors, en 1939, Martin Kamen et Samuel Ruben du Lawrence Berkeley National Laboratory ont commencé à des expériences pour déterminer si l'un des éléments communs dans la matière organique avait des isotopes avec des demi-vies suffisamment longues pour être utiles dans la recherche biomédicale. Ainsi synthétise-t-il pour la première fois le carbone 14. Voilà. Donc c'est la première fois qu'ils l'ont fabriqué, le carbone 14, alors que bien sûr le carbone 14 est formé dans la haute atmosphère. Voilà. Selon Serge A. Korff, alors qu'employé à l'Institut Franklin de Philadelphie, découvre par la suite d'autres propriétés du carbone 14, c'est l'interaction de la température neutronique avec l'azote
14 dans la haute atmosphère. Voilà, ils le disent ici. Voilà, c'est l'interaction de la température neutronique. Bon, les neutrons vont interagir avec l'azote 14 dans la haute atmosphère qui va fabriquer le carbone 14. Et bien sûr, ce carbone 14 ne disparaît pas. Bien qu'il a voilà, un temps de demi-vie, c'est une exponentielle décroissante, ben, malgré tout, il est régénéré. Hein. Sinon, il n'y en aurait plus. Hein. Voilà, enfin, il n'y en aurait plus. Les exponentielles ne s'arrêtent jamais. Ça continue à l'infini, mais en des très petites quantités. Mais ici, c'est pas ça qui va se passer. On a une régénérescence, c'est normal, parce qu'on a quasiment des réactions d'équilibre qui se font dans la haute atmosphère. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Willard Libby, qui était alors à Berkeley, alors je rappelle que Berkeley, c'est les grands savants atomistes qui ont créé la bombe atomique. Voilà, c'est l'université de Berkeley. D'ailleurs, là-bas, il y a toute une zone voilà, où on ne peut plus y aller parce que voilà, il y a des zones qui ont été faites, comment on appelle ça, vraiment des zones interdites au public parce qu'on risque de tomber malade. Parce qu'il y a des armes bactériologiques qui ont été testées, des armes atomiques qui ont été testées, et toutes sortes de tests qui ont été faits dans ces zones-là, qui fait que bon, la nature est vierge là-bas. Celui qui passe pour ça, c'est risque et péril. Voilà. Alors, pris connaissance des recherches de Sars-Accorf et en fait inspiré pour des utilisations possibles du carbone 14. En 1949, Willard Frank Libby réalise la première datation du carbone 14. L'appellation BP Before Present prend alors tout sens. C'est l'histoire. Avant 1950, il s'agissait d'une datation sur 2 échantillons de bois venus de tombes égyptiennes dont l'âge bien établi par les archéologues est d'environ 4600 ans. Voilà. Et donc ils ont pu confirmer que le carbone 14 pouvait servir à dater des objets. Notamment, ils l'ont fait là avec un objet qui datait de l'époque égyptienne, environ 4600. Et ils ont bien trouvé dans les environs de 4600 ans. Parce qu'il y a une erreur, bien sûr, de calcul à prendre en compte. En 1960, il reçoit le prix Nobel de chimie pour le développement de cette méthode. Et ça, c'est en 1949, c'est le Willard Frank Libby. Alors, le principe. Le carbone 14 ou radiocarbone est un isotope radioactif du carbone dont la période radioactive ou demi-vie est égale à 5734 ans, plus ou moins 40 ans. Alors moi je vais prendre 5730 pour les calculs. Hein. Pour mes calculs, je vais prendre 5730, bon plus ou moins 40 ans. Bon, 5000, si je dis 5730, je suis toujours compris entre 5734 plus 40 et 5734 moins 40. Donc 5730, je fais une erreur de 4 ans. Et de toute façon, l'erreur, elle commence de moins 40 à plus 40. Moins 40 ans avant moins 40 ans. Enfin, si je fais un calcul, bon, c'est 5734. 5734 moins 40. Bon, 5734 moins 40. Voilà, l'intervalle il va de 5694, voilà, donc ça c'est valable, jusque 5734 plus 40. Jusqu'à 5774. C'est pour vous dire que, bon, le domaine d'erreur, il est quand même, c'est plus ou moins 40 ans. Hein. Moi, je vais utiliser 5730. Je suis dans le bon domaine, il n'y a pas de problème. Alors, selon des calculs relevant de la physique des particules datant de 1961, cependant, pour les datations, on continue par convention d'employer la valeur évaluée en 1951. Voilà, qui est de là non plus 5734, mais là c'est 5568, mais avec voilà une erreur plus petite, puisque c'est 30 ans d'erreur. Il y a moins d'erreurs. Alors si je fais l'erreur relative pour l'un, je vais faire 40 divisé par 5734 fois 100. Voilà, c'est 0,69%. 0,60. C'est 0,697 59 33 03. Bon, je prends 0, à 3 décimales, 0,698. Bon, ce qui fait 0,6%. On va dire 0,7% en gros. 0,7%. Pour l'autre, pour le deuxième, 5030 divisé par 5568. 5568.
Ouais, l'erreur est plus petite là, hein. C'est 0,05, 0,00538. Donc l'erreur est plus faible, l'erreur relative est plus faible pour la date, pour celle qui a été trouvée en 1951, quand il prenait 5568 pour la demi-vie du carbone. Bon, en première approche, on peut considérer que tant qu'une plante ou un animal est vivant, son organisme échange du carbone avec son environnement. D'ailleurs, ici, le monde qui est présent ici, c'est un monde de carbone, hein. Les dinosaures mangeaient du carbone au travers, euh, soit on a ce qu'on appelle des carnivores, ils mangeaient du carbone, mais les herbivores, ils mangent aussi du carbone, parce que les feuilles vertes, c'est du carbone. Alors, je vous rappelle que les feuilles vertes n'existaient pas auparavant, hein. La première cellule a dû être créée au départ, donc là, il n'y a pas de plantes vertes auparavant, ça a dû être créé tout ça sur Terre, hein. On a créé les premières cellules, et puis les premières cellules animales, végétales, et tralali, tralala, puis on a eu les plantes vertes, puis il y a toute une ambiance, voilà, carbonée. euh, voilà, donc le carbone, c'est pas ça qui manque. L'azote et le carbone, c'est pas ça qui manque sur Terre, hein, et l'oxygène, parce que la preuve, bon, on est doué de poumons pour pouvoir respirer cet oxygène. Voilà, donc c'était une atmosphère vivable, avec un équilibre chimique, physico-chimique, et même, je dirais, thermodynamique, je veux dire, bah, de différentes matières, notamment une des principales qui est le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, l'H2O et tralali, tralala. Tout est en équilibre, de toute façon. Voilà. En deuxième approche, on considère qu'à cause du fractionnement, bien sûr, il y a tous les gaz à effet de serre, hein, qui sont des molécules, CO2, NH3, H2O et tout le tralali, tralala. Voilà. En deuxième approche, on considère qu'à cause du fractionnement isotopique survenu lors de la photosynthèse, le rapport isotopique 14, carbone 14 par rapport au carbone 12 de l'organisme est inférieur de quelques pourcents à celui de la biosphère. Voilà, en rapport, ça c'est en rapport par rapport à la biosphère et celui de l'organisme. Durant sa vie, la proportion du carbone 14 présent dans l'organisme par rapport au carbone total 12C, 13C, 14C est donc aisément rapportable à celle existant dans l'atmosphère du moment. La datation par le carbone 14 se fonde ainsi sur la présence dans tout organisme de radiocarbone en infime proportion de l'ordre de 10-12 pour le carbone 14C par rapport au carbone total. Alors, à partir de l'instant où un organisme meurt, la quantité de radiocarbone qu'il contient ainsi que son activité radiologique décroissent au cours du temps selon une loi exponentielle. Justement, c'est ce que je vais voir, hein, c'est la loi exponentielle que je vais voir. Un échantillon de matière organique issu de cet organisme peut donc être daté en mesurant soit le rapport 14C sur C total avec un spectromètre de masse, soit son activité X années après la mort de l'organisme. Voilà. Donc, l'origine du radiocarbone naturel circule dans 3 réservoirs, l'atmosphère, les océans, la biosphère, avec une période radioactive de 5730 ans. Voilà, je vais utiliser ça comme période de demi-vie. Le radiocarbone aurait depuis longtemps disparu de la biosphère s'il n'était produit en permanence. Alors, je vois la réaction et puis je commence voilà, de mettre l'équation, qui est une loi exponentielle, vous l'aurez compris. Bien sûr, comme ça décroît, c'est une loi exponentielle décroissante. Elle n'est pas croissante, elle est décroissante. Dans la haute atmosphère, des réactions nucléaires initiées par le rayonnement cosmique, spallation, produisent un flux de neutrons libres après avoir été ralentis par collision avec les molécules de l'air. Les neutrons, dans une certaine gamme d'énergie cinétique, réagissent avec l'azote pour former du radiocarbone selon l'équation bilan. Voilà, on a un neutron là, plus que l'azote 14,7 qui va donner 14, du 14C, voilà, le carbone 14. Vous voyez que c'est voilà, une collision avec le neutron sur de l'azote, qui est l'azote 14,7, voilà, l'isotope 14,7, qui va donner le carbone 14,6, voilà, avec un proton. En sortie, on a un proton. Cette réaction est privilégiée du fait que l'azote constitue 78,11% de l'atmosphère de la Terre. Donc l'azote, c'est pas ça qui manque. C'est entre 15 000 et 18 000 mètres, à des latitudes géométriques élevées, que la production de radiocarbone a principalement lieu. L'atome de radiocarbone ainsi produit réagit rapidement avec l'oxygène pour former du dioxyde de carbone, donc il va former du CO2. Alors, ce gaz circule dans toute l'atmosphère et se dissout dans les océans pour former des carbonates. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est produit dans l'atmosphère et la dissolution se fait bien sûr dans voilà, une solution aqueuse qui est les eaux des océans. Voilà, et ce CO2 va se dissoudre dans les océans. Et donc,
fatalement, comme il provient du 14C, 14C, ben, on a une circulation de radiocarbone, hein, radiocarbone dans les océans. Alors, le dioxyde de carbone réagit également avec la biosphère. Donc ça, c'est pour parler pour les océans. Maintenant, avec la biosphère, comment ça va? Ben, les plantes assimilent ainsi du radiocarbone dans l'atmosphère par photosynthèse. Elles sont mangées par les animaux. Les organismes marins assimilent également le radiocarbone présent dans les océans. Donc il est partout. Il est aussi bien dans les plantes que les animaux, parce que les végétariens vont manger les plantes qui contiennent des radiocarbones, mais ceux qui mangent les animaux qui mangent des plantes, ben, ils vont se retrouver aussi avec du radiocarbone. Donc on a une chaîne de radiocarbone, c'est normal, c'est une chaîne. Voilà, quand il y en a qui mange quelque chose, que l'autre a mangé ce quelque chose par rapport à quelque chose qu'il a mangé, ben on va retrouver ce quelque chose qu'il a mangé dans la dernière. Voilà, c'est une chaîne, c'est une chaîne. Voilà. Les organismes marins assimilent également le radiocarbone. Donc vous voyez, tout le monde en prend. Voilà. Alors ici, vous dites la mesure de l'âge d'un échantillon de matière organique, la désintégration radioactive du carbone 14 obéit à une loi de décroissance exponentielle. Donc c'est une loi de décroissance et pas une loi de croissance, caractérisée par sa demi-vie, datée. Un échantillon de matière organique consiste à mesurer le rapport 14C6C par rapport au C total, ce qui reste. Voilà, le C total c'est du 100%. Voilà, le rapport 14C sur C total, ben, c'est du 100% par rapport au pourcentage restant. Donc c'est le restant par rapport au total. Donc on parle toujours de quelque chose qu'il reste à une époque bien déterminée par rapport à un total. Alors comment peut-on faire ça? Alors après il vous explique les lois. Bon, j'ai pas besoin de tout ça pour vous montrer comment ça va. Pour là, ça c'est la courbe d'étalonnage, les corrections, voilà, avec certains effets. Alors il y a aussi les limites, hein, bon, ça marche pas. Et la méthode marche pour certaines. Voilà, il faut aller voir ici le site. Ils vont vous dire quelles sont les limites, voilà, de cette méthode de datation par le carbone 14. Alors, comment commencer ça? Eh bien, le tout c'est de voir la courbe. Alors, la courbe, qu'est-ce que le résumé disait? Enfin, le site de Wikipédia, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, bon, on a d'abord, au départ, au temps T0, une quantité de carbone qui est de 100%. Donc, c'est ça sur base d'un graphique. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on va débuter avec du 100%. Et puis, on aura une décroissance, voilà, du carbone 14 au fur et à mesure du temps. Voilà. Alors, le temps de demi-vie, c'est quand on est arrivé à 50%. 50%, c'est ce qu'on appelle le temps de demi-vie. Et donc là, on a affaire à une exponentielle A, et c'est ça que je vais voir. Ouais, c'est pour ça que je ne vais pas marquer A, je vais plutôt marquer exponentielle décroissante. Alors ici, on pourrait parler, voilà, là, en contenance. Là, on a 100%, là, on n'a plus que 50, et puis on n'a plus que 25. Voilà, et ça, c'est le temps de demi-vie. Alors, comment faire pour faire une courbe comme ceci? La première, c'est de se dire, si on étudiait l'inverse, en croissance. Alors, si je fais une croissance, voilà, mais une croissance qui va doubler. Je vais partir d'une croissance qui va doubler. Donc, c'est-à-dire que je vais partir. Doubler, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que doubler? Ben, je pars de 1, puis j'ai 2. Je fais x2, ça c'est doublé. Je fais x2. J'ai 4. Je fais x2. J'ai 8. Je fais x2, et ainsi de suite. Alors, doubler, qu'est-ce que c'est quelque part? Mais c'est une fonction, tout simplement. Chaque fois que ça double, c'est une fonction. C'est une fonction de, là on a 2 exposants 1, 2 exposants 2, enfin 2 exposants 0,
2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, et tralali, tralala. Donc c'est la fonction 2 exposant x. Et là, on double carrément. On double à chaque fois. Comment se trace une fonction 2 exposant x? C'est une fonction qui fait ceci. Alors, la voici. C'est une exponentielle tout simplement. C'est-à-dire qu'au point, elle est strictement croissante, son domaine c'est R, elle est strictement croissante, et elle débute en... elle part de moins l'infini pour aller vers plus l'infini. Ce domaine c'est R. Voilà. Par contre, on sait bien qu'en 0, on aura toujours 1. Parce que tout nombre exposant 1, quelle que soit la base, ici la base c'est 2, 2 exposant 0, ça fait 1. Donc ce point-là, dans toute exponentielle, il y sera. 3 exposant 0, enfin 3 exposant x, il passera par là. Regardez bien, 3 exposant x, il passera par là. Ouais, et les autres aussi. Maintenant, si je prends x égale 1, ben, on aura 2. Parce que voilà, on aura la base. Donc si vous faites ça, si j'avais pris 4 exposant x, voilà, la base c'est 1, j'aurai le point 1, 4. Voilà, ça c'est la première des choses à savoir. La seconde, ici, bon, il s'agit d'un problème scientifique. C'est pas un problème mathématique. Donc le problème scientifique nécessite d'avoir voilà, quelque chose qui n'est pas infini. Vous savez que le domaine de l'exponentielle, c'est R. Mais ici, c'est le temps. Le temps n'est pas infini. Le temps compte à partir d'un moment qu'on appelle point de départ T0. Voilà, T0 égale 0 par exemple. Voilà, on initie le point T0, T0 en 0. Et donc à partir de là, on fait un comptage. 0, on met un chrono. Ouais, quand je dis un chrono, c'est un chrono sur des milliers d'années. Hein. Voilà, c'est pas sur des secondes. C'est pas une course où on fait plus, voilà, des secondes. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, je pourrais modifier cette courbe-là et la voir autrement. C'est-à-dire que si x est plus grand ou égal à 0, ben, je dessine la fonction f. Voilà. Donc c'est-à-dire que je n'ai plus cette fonction-là, mais je n'ai plus qu'un brin de cette fonction. Alors là, le problème c'est que cette fonction-là, elle est croissante. Elle est strictement croissante. La fonction. Donc si je la coupe, elle est aussi croissante, strictement croissante. Bon, alors maintenant, si je prends x égale 1, bah, on a 2. Si je prends 2, bah, on aura 4. Si je prends 3, bah, on aura le fameux 2 exposant 3, ça fait 8. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, puis si je prends 4, je vais aller jusque 4, 4 ça fera 16. Bon, c'est un peu trop haut. Bon, ce qui veut dire que 1, 2, 4, 8, je sais, je vais quand même le mettre. Ouais, je l'ai déjà mis, On a 3, ça fait 8. C'est le 4 que je n'ai pas mis, je peux mettre 4, 16, mais c'est un peu trop grand. Ça veut dire que, regardez bien, je prends y égale 1, je démarre ici. Le prochain entier, c'est y égale 2. Le prochain entier, c'est y égale 3. Je m'excuse, c'est 4. Le prochain entier, y égale 8. Alors, cette exponentielle, elle croît. Elle a un taux de croissance qui est toujours le même. Elle double. Chaque fois, ça double. C'est un taux de croissance constant. Il est toujours en train de doubler. Hein. Donc, si je calcule la dérivée, voilà, le taux de croissance en ces points-là, il est toujours en train de, voilà, de se dédoubler. Il est toujours en train de se dédoubler. Pour 1, on a... Pour 0, on a 2. Pour 1, on a... Enfin, pour 0, on a 1. Pour 1, on a 2. De 1 à 2, on a... Ça monte de 2 à 4. Puis de 2 à 3, de 2 à 3, ça monte de 4 à 8. Donc, vous voyez que pour chaque unité que je prends de la courbe, on double. Donc le taux de croissance, il est constant. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, qu'est-ce que je veux dire? Regardez bien. Je prends 1, de 1 à 2. Voilà, de 1, enfin je m'excuse, de 0 à 1. Puis de 1 à 2,
puis de 2 à 3, puis de 3 à 4. Bon, 4 c'est trop grand. Bon, là je prends 1, ben, on est passé de 1 à 2. Voilà. Donc le taux de croissance, voilà, la pente ici, c'est ça. Alors si je prends l'autre, de 2, là je vais avoir 4, 3, 4 pour 1, le taux de croissance il fera ça. Le taux de croissance il double. Voilà, là on passe de 1 à 2, ça fait 1, de 2 à 4, ça fait 2. Voilà. Maintenant si je prends le 3 ça fera 8, on va passer de 4 pour une unité, on va passer de 4 à 8, donc il va doubler. Donc le taux de croissance il double. Le taux de croissance il double. Voilà. Donc on a bien quelque chose qui double. Tantôt je me suis entendu dire constant, non je m'excuse, hein, c'est pas constant, c'est le taux de croissance il double. C'est pas qu'il est constant, il double. Une fois il vaut 1, le taux de croissance il double. Alors comment ça se fait qu'il double? C'est normal, parce que si je fais la dérivée, on va faire la dérivée de 2 exposant x. Voilà. Alors par contre, il y a un ln de 2. Donc, il y a une courbe, bien sûr, ça a une constante près. La dérivée f et f', c'est presque la même chose, parce qu'il y en a un, c'est 2 exposant x, et l'autre, c'est 2 exposant x ln de 2. C'est 2 exposant x ln de 2. À une constante près, bah, on a 2 exposant x. Donc, la dérivée, vous voyez qu'à une constante près, c'est la fonction f de x. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a une fonction croissante. Voilà. Donc elle est croissante. Ce que j'aurais voulu montrer, c'est ceci. Voilà. Alors maintenant, la radioactivité, elle ne fait pas ça. Elle disparaît. C'est pas qu'elle augmente comme ça d'une manière, elle ne se dédouble pas. Enfin, je parle de radiocarbone. Carbone 14. Carbone 14, il ne va pas augmenter comme ça. Ça, c'est un déséquilibre qu'on appelle ça. Hein. Voilà, c'est un déséquilibre. Il augmente, on ne sait pas où ça va. Voilà, ben, c'est pas ça qui va se passer. Quand le corps il contient quelque chose, ou du végétal contient quelque chose, ou voilà, il contient du carbone, mais le carbone va diminuer. Après la mort de la personne, bien sûr. Hein. S'il s'agit d'une personne. Donc, là, ce que je vais faire, c'est une courbe inverse. Alors, comment faire une courbe inverse? Alors, je vais partir d'un total de 100%. Je vais partir de 100%. Je vais mettre 100% ici. Voilà. Et je vais la faire décroître. Alors, le temps de demi-vie, c'est... Pour l'instant, je vais appeler x. Hein. Je changerai après en t, le temps. Je vais considérer que le temps de demi-vie, c'est celui-ci, 50%. Ça, c'est le temps de demi-vie. Et puis, on aura 25%. Et puis, on aura un demi de 25%, et etc. Là, on a, entre les deux, on a 75%. Donc, je peux avoir une courbe qui fait ça. Donc, c'est bien une exponentielle décroissante. Alors, comment faire ça? Alors, de deux choses l'une, je peux tricher. Tricher, je prends 2 exposants x, je crée 2 exposants moins x. Et je prends celle-là. Voilà. Et ça, c'est la situation, bien sûr, avec x positif. Hein. Strictement positif, enfin, plus grand ou égal à 0. Donc, c'est la courbe, voilà, qui est la symétrie orthogonale de celle-là. De la fonction 2x, 2 exposants x. Donc ça, c'est 2 exposants moins x. Alors, je vais prouver que c'est 2 exposants moins x.
autant j'ai prouvé que 2 exposant x était une élévation, enfin, une augmentation de 50% à chaque fois. Voilà, parce que pour passer de 1 à 2, pour passer de 1 à 2, puis de 2 à 4, etc. Je fais x2, puis là je fais encore x2, voilà. Je fais à chaque fois x2. J'augmente. Maintenant, si je prends 100%, je vais descendre à 50%. Donc tout d'abord, 2 exposant x est croissante. Hein. Ici, ça va être une fonction décroissante. Je vais passer de 100 à 50. Mais la fonction exponentielle, elle vaudra a exposant x. Voilà. Et là, je vais passer de 100 à 50. À quel moment je aurai 50? Ben, un temps que je vais appeler T1. Alors je vais fixer l'unité ici. Voilà. Si x vaut 1, j'aurai 50% en 1. Alors vous aurez compris que ça sera la demi-vie, ça. Ça sera la demi-vie. Alors je peux trouver, à travers une équation, ce que je viens de dire. Un petit instant, je crée l'axe. Voilà. Ici, on a 100%. 100% il est là. La moitié, 50% il est là. Mais le temps de demi-vie, il est après un temps que je vais appeler 1, unitaire. Donc la courbe, elle va passer comme ceci. Donc ça veut dire que l'exponentielle, c'est a exposant x. Voilà. On sait bien que en x égale 0, je dois avoir 100. Si x égale 0, 100 ax, x égale 0, ça fait 100 a exposant 0, ça fait 100 fois 1, ça fait 100. Voilà, ça fait 100. Donc c'est bien la courbe là. Hein. C'est une exponentielle qui vaut 100 ax. Bon, le tout c'est de déterminer le a pour avoir un taux de décroissance de 50%. Alors pour ça, il faut que en x égale 1, ben, j'ai 50. Voilà. Ça c'est 100%, ça c'est 50%. Donc ce qui a, exposant 1, 100, égale 50, a égale 50 centièmes. A égale 50 centièmes, le a vaut 1 demi. Donc ça veut dire que j'ai la courbe 100 fois 1 demi, exposant x. Voilà la courbe, elle est déterminée. Voilà. La courbe elle est déterminée. Donc c'est 100. Bon maintenant je ne vais pas mettre 100 ici, je vais mettre le 100%, je vais mettre 1. Hein. Je ne vais pas travailler en pourcent parce que sur GeoGebra le problème c'est que je monte fort haut. Je monte à 100. Ben, si vous voulez je peux le mettre, mais bon je ne vais pas le faire. Je vais mettre 1 à la place. Voilà. Donc c'est qui correspond à 1 demi exposant x. Mais vous savez très bien qu'un demi exposant x c'est 2 exposant moins x. Alors pourquoi? Je vais montrer. Voilà, c'est la même courbe. Donc c'est bien 2 exposant moins x. À une constante près. J'ai pris x égale 1. Donc j'écrirai que 1 demi exposant x égale à 1 exposant x sur 2 exposant x. Ça fait 1 exposant x, ça fait 1. Sur 2 exposant x, ça fait 2 exposant moins x. Voilà, donc on retrouve cette courbe-là. On la retrouve. Bon, maintenant, je vais généraliser et puis je vais parler de la fameuse courbe de carbone 14. Ça veut dire quoi? Si je veux généraliser, je vais faire quoi? Ben, le tout, c'est de savoir, de connaître deux points.
le premier point de départ. Supposons que ce point de départ vaut K. K, voilà. Et aussi bien qu'en 1, il vaut P. La valeur vaut P. La valeur vaut P. Donc elle va passer comme ça, cette courbe-là. Que vaut cette courbe-là? Eh bien, c'est K fois A pour X égale 1. Je dois avoir P. Donc que vaut A? Ben, ça fait K, A égale P, A égale P sur K. Donc cette courbe-là, c'est quoi? C'est K, A vaut P sur K, X, voilà la courbe, qui est une exponentielle décroissante débutant en K, et bien sûr, débutant en K, et dont la base vaut P sur K. Donc ici, il faut savoir en quoi on débute, et que vaut la base. Et la base, on la retrouve pour 1. Pour 1. Bien sûr que je vais former le temps de demi-vie par rapport à 1. Voilà. Ça va être l'unité, ça sera le temps de demi-vie. Donc là, c'est une fonction décroissante. Vous voyez qu'on a une fonction décroissante. Et c'est ça qui va m'intéresser. Si x est plus grand que 0, plus grand ou égal à 0, ben, on aura la fonction q. Voilà, ce qui veut dire qu'on aura une partie positive comme ça. Alors il faut agrandir. Alors je vais mettre un autre exemple. Hein. Je vais vous faire passer en 4. Et on a un point 1, regardez bien. Je prends un point quelconque. Bon, elle va débuter en 4. Hein, en 0,4. Je vais la faire débuter en 0,4. Voilà. Et je vais passer par le point 1, la base, ça va être 3. Voilà. Et bien, quelle est la fonction qui va passer par là? C'est tout simplement 4 fois l'exponentielle de P sur K. P étant 3 et K vaut 4. C'est 3 quarts. 3 quarts de exposant X. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait pour tracer les fameuses courbes. Alors maintenant, le taux de décroissance, je le connais, puisqu'il vaut 50%. Maintenant, je peux commencer à travailler avec comment on appelle ça, le carbone 14. Je vais travailler avec le carbone 14 maintenant. Donc c'est une fonction strictement décroissante. Hein. Donc maintenant, je vais travailler avec le carbone 14. Le temps de demi-vie, alors un petit instant parce que je suppose que j'ai mis mes affaires. Voilà. Je recommence. On sait bien qu'on a une fonction décroissante. On a une fonction décroissante. On commence à 100%. Alors 100%, je vais considérer que c'est 1. Je peux mettre en pourcent. Hein. Voilà. Je vais considérer qu'ici, ça fait 1. Voilà. Et le temps de demi-vie, voilà, ici, c'est 1. Et donc là, j'aurai 50%. Et bien, cette fonction-là, vous aurez compris que c'est... là, c'est 1 demi. Et là, c'est 1. Donc, je vais faire 1 demi divisé par 1, exposant x fois la constante qui est là, 1. Alors, ce 1 demi, c'est le point de passage 1, point virgule 1 demi. Sa fonction, comme je viens de vous dire, c'est P sur K. C'est P sur K, le tout fois K exposant X. Alors, le P, c'est 1 demi. C'est le Y. C'est Y du P. C'est P de Y. Hein. C'est le point P de Y. Si vous voulez, c'est le PY. Bien sûr qu'il passe par 1. Absolument, hein, pour avoir la base. Donc, vous faites 1 demi divisé K, ça fait 1. Voilà, exposant X. Et comme K vaut 1, ça fait 1. Voilà, donc il va passer par 100% et 50%. Donc, on aura 1 demi exposant X qui fait bien sûr 2 exposant moins X. 2 exposant moins X. Bon, maintenant, je vais faire le temps de demi-vie.
avec 5730 années. Alors si je fais ça, le temps de demi-vie, ben, c'est considéré comme un temps unitaire de 1. Donc j'aurai là 5300, 5370, virgule, là j'aurai 50%, puisque c'est le temps de demi-vie. 50% a été consommé. Alors pour avoir la fonction, voilà, c'est 5000, c'est le point P. Non, c'est le contraire. C'est un demi. 5370, j'ai un demi. Voilà, donc le 100%, on le connaît. Ça fait un demi. Non, c'est x, y. Attention qu'ici, je me suis trompé. X vaut 1, ouais, 5000. Oui, c'est le P, mais c'est le Y. Y sur 1 exposant X égale 50. 1 demi exposant X égale 50 sur 100. 1 demi exposant X égale... Ouais, ici je fais deux choses en même temps. Je devrais pas faire ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Parce que soit je fais ça, le 100%, je peux mettre avec une quantité de 100. Ça veut dire que là, j'aurai pas une quantité unitaire, j'aurai une quantité qui va monter à 100. Bon, monter à 100, ça fait beaucoup. Hein. Je veux bien le faire, mais... Je vais bien le faire, mais le problème, c'est que je dois monter à 5370 par une base de 1. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, ça, qu'est-ce que je vais noter? Soit j'écris la fonction comme ceci. Si elle devrait aller en 100%, je devrais écrire ceci. 100, 1 demi exposant x. C'est-à-dire, c'est 100 fois 2 exposant moins x. Là, je peux monter à 100. Hein. Voilà. Donc, il faut que je remonte à 100. Mais le problème, c'est d'aller chercher 5370, c'est surtout ça. Bon, on va chercher 100. On ne verrait plus le 100, il serait tout petit. 100 fois 1 demi exposant x. Voilà. C'est fortement écrasé. Et donc on a 50%. Le tout c'est de savoir. Voilà, vous voyez qu'on a. Là, il remonte à 100, hein, comme je vous ai dit. Mais le problème, on aura 50 en 1. Alors si je veux déplacer le 50 en 1, je dois modifier la fonction. Voilà, si je veux mettre le 50 en 10 ou en 100, je vais bien mettre le 50 en 100. Allez, on va mettre le 50 en 10, en x égale 10. C'est-à-dire que je vais créer ceci. Je m'excuse. Alors, je vais démarrer comme ceci. En 100, ça comme je viens de faire maintenant. Mais je vais mettre le 50 déplacé en 80. Alors, qu'est-ce que je vais faire? 80 sur 100. Voilà. Ça, c'est la base, exposant x, fois le fameux k qui est 100. On va faire ça, ça fait 8 dixièmes, c'est 0,2. 100 fois 0,2 exposant x. 100 fois 0,2 exposant x.
Alors là, je me suis trompé. 0,2 exposant x. En 80, je dois avoir 50. C'est pas ce que j'ai. Eh non, à 80. Oui, attention que moi j'ai pris sur une base unitaire. Oui, donc ici, on a un demi exposant x. Et attention que ça c'est un autre problème. Hein. Et donc ici, moi je dois faire passer 50% en 1. On va regarder après ça. Donc on a k à x. Si x égale 0, ben, on doit trouver 100. Y égale 100. Ça veut dire qu'on a 100. Si je remplace x par 0, ça fait 1. A exposant 0, ça fait 1. Donc le k vaut 100. Le k vaut 100. Attends, si x égale 80, si x égale 80, je dois avoir 50. Donc là, j'écrirai 100 à si x égale 80, je dois avoir 50. Ah ben ça c'est autre chose. C'est autre chose puisque je vais avoir 50 centièmes, c'est un demi. A x égale 80, je vais avoir un demi. Alors que vaut le A? Que vaut la base? A exposant 80 égale 1 demi. Donc je vais chercher le logarithme népérien. 80 ln de A égale 1 demi. Donc ln de A égale 1 demi sur 80. Donc si je prends la base cette fois-ci, le A vaudra E exposant 1 demi sur 80. Donc ce sera 100 fois l'exponentielle de 1 demi divisé par 80. Ça c'est pas bon. J'ai fait une erreur quelque part. J'ai fait une erreur quelque part. Exposant 80.
Oui, c'est ça, c'est ln de 1 demi. Je me suis trompé là. Quand j'ai pris logarithme népérien, je devais le prendre là, ln de a. Voilà, et je devais le prendre ici. ln de 1 demi. Donc ce qui veut dire 80 ln de 1 c'est bon, mais là c'est ln de 1 demi. Et donc là ce sera ln de a, ce sera ln de 1 demi sur 80. Donc le a vaudra exponentielle de ln de 1 demi sur 80. Je vais recommencer ceci. Effacer. Voilà, ça c'est la base. A exposant x tout fois 100. A exposant 80 est égal à 100. Quand est-ce qu'on a 50? Ben 50 sur 100, ça fait 1 demi. Donc l'équation là, elle est bonne. Hein. Donc x vaut 80. On a ln de a, 80 ln de a, ln de 1 demi sur 80. Oui, je prends l'exponentielle de... Oui, c'est ça, l'exponentielle, c'est pas ça. L'exponentielle de ln de 1 demi sur 80. 100 fois l'exponentielle de a. Par contre, le x, exponentielle de a, oui, ça c'est bon. Ça c'est la base. Voilà. Et là, j'ai bien, je vais voir le point 0,100. Voilà. Et le point 80,50. Voilà, c'est bon. Voilà, bien sûr, ça c'est bon. Alors maintenant, il faut appliquer la même chose pour 5370 ans qui est une demi-vie. Eh c'est la même équation. Alors, je vais l'écrire correctement. La précédente, c'était quoi? Alors, quand on met une base de 100,
base de 100. Je vais le faire passer ici. 50%, c'est la temps de demi-vie après 80 années. Il faut écrire ceci. 100 fois, c'est une exponentielle de base E. Et là, on va avoir les 50% ici. E2. Et c'est surtout ça qu'il faut trouver. Voilà. Alors bien sûr, ce sera exposant x. Mais l'exponentielle ici, il faut trouver la base. La base, c'est ln de 100 sur 50. Divisé par les 80. Voilà. Donc, ce que je pourrais écrire, si j'appelle ça le facteur k, et là j'ai un point qui s'appelle x1, y1, ah ben, je peux écrire que c'est bien sûr k, l'exponentielle de ln de k sur y1, le tout sur x1. Voilà. Exposant x, bien sûr. Et en faisant ça, je dois avoir la fonction. Voilà. Alors maintenant, je vais le faire pour ceci. Donc c'est y1 sur x1. Donc ça c'est quoi? C'est ln de k sur x1. Et là c'est le point x1, y1. C'est un point connu, P. C'est un point connu, P. Eh bien, je vais faire ça pour le temps de demi-vie. Alors le cas, je vais mettre sur base de 100%. 100%. L'exponentielle de ln de le k, ce sera 100. Temps de demi-vie. Attention que j'ai encore fait une petite séquence. Il y a une petite erreur. Je dois avoir 100 sur 2. Oui, c'est plutôt... Oui, il y a une petite erreur parce que c'est un demi. Ça provient de... Là, je vais juste inverser. Là, c'est 50 sur 100. C'est 50 sur 100. Bon. Qui fait, en fait, y1 sur k. C'est ln de y1 sur k. Donc, 100 sur 50. Et bien sûr, le tout divisé par x1. C'est y1 sur k, voilà. Donc, si je fais la même chose, y1 sur k, c'est y1, c'est 50 sur 100. Et le temps de demi-vie, c'est 5370 années. Voilà. Et non, normalement, ça devrait être la fonction là. Donc j'aurai 50% en 5370. Donc je vais écrire ça tout de suite. Et il faudra remonter jusqu'à 5370 et tracer une droite pour la voir, bien sûr, la voir correctement. Bon, bien sûr, elle doit être strictement positive, enfin plus grand ou égal à 0. Ça doit être plus grand ou égal à 0. Bon, alors c'est 100 fois l'exponentielle de ln de 1 demi
divisé par le temps de demi-vie qui est 5730 ans. 5730 ans, bien sûr, exposant X. Il ne connaît pas le E. Bon, je vais faire un calcul à part, parce qu'à mon avis... Bon, je vais recommencer le ln de 1,5. Voilà. Je vais faire B divisé par 5370. Oula. Oui, ça, il faut que je change les arrondis. Il faut que je mette le plus de décimales possible. On va mettre 15 décimales, voilà. Et maintenant, je peux faire 100 fois l'exponentielle de C. J'ai oublié le X. J'ai oublié fois un problème. Exposant X, oui. Donc je dois faire exposant X. 100 fois A. Et le A, c'est le E de C. Exponentielle de C. Voilà. Exposant X. Voilà. C'est la courbe là. Alors maintenant, je vais enlever toutes les autres courbes. Et je vais mettre une courbe qui est X égale 30. 50. Y égale 50. Y égale 50. Voilà. Et je vais aller chercher la date de 5370. Pour voir 50%, ben, ça sera le temps de demi-vie, c'est 5370. Bon, généralement, on ne fait pas comme ça. On prend 5370 égale une unité. Hein. Voilà, on prend 5370, c'est unité. Voilà. Je le ferai après. Bon, et là, je vais chercher 5370. Qui est par là. Et là, je redescends. Et vous allez voir, x égale 5370. Et voilà. Là, on a le temps de demi-vie. 5370, on a 50%. C'est juste. C'est juste. Voilà, c'est juste. Et donc, le problème, on fait jamais ça comme ça. On redispose le 5370, on dit que c'est une unité. Hein. Voilà, on dit que c'est une unité. On fait pas comme je viens de faire parce que le graphique, il serait trop long. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les calculs, on fait pas comme ça.
dans les calculs, on redispose une échelle. Hein. Voilà, on va redisposer une échelle. Petit instant. Là, on va se dire que on a toujours notre 100 et notre demi-vie qui vaut 50%. Enfin, ouais, 50%. Et là, on va se dire que 5370, c'est une unité. Voilà, c'est plus facile comme ça. Comme ça, je peux retrouver la courbe voilà, qui va passer par 1 et non plus par 5370. Donc, la courbe, ce sera, mais pour 100, on a A exposant X égale 50%. Et on va voir, ça c'est pour X égale 1, mais 1, qu'est-ce que c'est? C'est 5370 ans. Voilà. Donc on aura A égale 1 demi, et donc on aura 100 fois A exposant X. Donc on aura 100 fois 1 demi exposant X. Et ça c'est la courbe de tout à l'heure. Donc le 5370 correspondait à unité. Voilà. Si je refais ça, c'est 100 fois, ou 2 exposant moins X. Hein. 1 demi exposant X, je vous ai dit que c'est... Regardez bien, je vais faire 100 fois 1 demi, ou j'aurais pu mettre 2 exposant moins X, mais je vais mettre 2 exposant 1 demi exposant X. Voilà, et là, oui, encore 100, c'est trop grand. Voilà, alors j'aurai 50% en 1. Je cherche l'intersection ici. Voilà, j'ai 1. Vous voyez bien que ça fait bien 1. 1,0000, ça fait 1. Et l'autre, il attaque 49,99, ça fait 50. Hein. Alors maintenant, je peux aussi faire autrement. À la place de mettre 100, je vais mettre 1. Là, j'aurai une meilleure courbe. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, pas 1, mais je vais mettre... alors, je vais mettre une échelle de 10. Ça, c'est bien. Là, c'est 100%, c'est 10. 10 égale 100%. Et 5, ce sera 50%. Voilà. Et là, je vais maintenir, par exemple, une échelle de 1. Donc, j'aurai 10 A exposant X égale 5. Donc, j'aurai A exposant X égale 5 dixièmes, ce qui fait 1 demi. Voilà. On aura toujours 1 demi. Mais cette fois-ci, ça c'est pour 1 demi pour X égale 1. Voilà. Donc la courbe, ce sera 10 fois 1 demi exposant X. Voilà, et ça c'est mieux. Bon, on peut la mettre à l'échelle, c'est ça que je veux dire. Hein. 10 fois 1 demi exposant X. Voilà, donc je vais éteindre toutes les autres courbes. Vous voyez que je commence en 10. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais cette fois-ci, le 50% est en 5. Voilà. Et donc ça c'est... Bon, on peut réduire les échelles comme on veut hein, de ces courbes-là. Donc vous voyez, regardez bien.
je vais mettre le point 1,5. Vous voyez qu'on est bien, ça fait bien, elle est bien sur la courbe. Ça veut dire qu'on a bien les 50% qui y égale 5. Voilà, et c'est comme ça qu'on traite les problèmes d'exponentielle. Si vous voulez rechercher la courbe, on connaît un point de passage, on connaît le point de passage qui passe par 1, ou un autre point de passage, mais là ça donne une courbe avec des exponentielles de base E, et des logarithmes népériens de constantes à l'intérieur. Je vous remercie.